Papa récita le Bénédicite, et nous marmonnâmes tous « Amen », sauf maman. Comme d'habitude, elle fixait son assiette, attendant poliment que nous ayons terminé. Elle eut alors un petit sourire, un sourire très tendre, à moi seule destiné, qui me mit du baume au cœur. Le feu dansait dans l'âtre, répandant une bonne chaleur. Le cuivre du chandelier, posé au centre de notre table, était si bien astiqué que nos visages s'y reflétaient. La chandelle était en cire d'abeille. La cire était un produit cher, mais maman ne supportait pas l'odeur du suif dans la cuisine. Si papa prenait presque toutes les décisions concernant la ferme, dans certains domaines, maman faisait à son idée. Tandis que nous attaquions nos larges portions de ragoût fumant, je fus frappée de voir combien papa semblait vieux ce soir-là, vieux et fatigué. Un voile de tristesse assombrissait de temps à autre son visage. Il s'anima un peu en débattant avec Jack du cours du porc et de l'opportunité d'appeler le charcutier pour tuer les cochons. « Attendons encore 1 mois ou 2, proposait papa. Je suis sûr que les prix vont monter. » Jack n'était pas d'accord, et tous deux se mirent à argumenter. C'était le genre de discussion amicale que l'on peut avoir en famille, et papa y prenait visiblement plaisir. Cependant, je n'intervins pas, ça ne me concernait plus. Comme papa l'avait déclaré, j'en avais terminé avec la vie de fermier. Maman et Élie papotaient tout bas, en riant. Je n'arrivais pas à saisir ce qu'elles disaient, car Jack était lancé et parlait de plus en plus fort. À un regard que maman lui jeta, je compris qu'elle en avait assez de ces éclats de voix. Indifférent au coup d'œil de notre mère, et continuant d'ergoter à grand bruit, Jack tendit la main pour attraper la salière et la renversa accidentellement. Un petit cône de grain blanc se forma sur la table. Jack en prit une pincée, qu'il jeta par son épaule gauche. Selon une vieille superstition, gaspiller le sel attire le mauvais sort, et ce geste est censé le conjurer. « Il est inutile d'ajouter du sel à ce plat, de toute façon, » le réprimanda maman. « Cela gâcherait le ragoût et vexerait la cuisinière. »« Désolée, maman, » s'excusa mon frère. « Tu as raison, ce ragoût est parfait. » Elle lui sourit, puis se tourna vers moi. « Personne ne s'intéresse à Tom. Ce n'est pas très gentil pour son dernier soir à la maison. »« Ça va, maman, affirmai-je. Je suis content d'être là, à vous écouter. »« Eh bien, moi, fit-elle en remuant la tête, j'ai plusieurs choses à te dire. Reste à la cuisine après le souper, que nous ayons une petite conversation. » Ainsi, quand Jack, Élie et papa se furent retirés dans leur chambre, je m'assis près du feu et j'attendis patiemment que maman vienne me parler. Maman n'était pas du genre à faire des embarras. Elle commença simplement par énumérer ce qu'elle mettait dans mon bagage. Un pantalon de rechange, 3 chemises et 2 bonnes paires de chaussettes qui n'avaient été reprisées qu'une fois. Je fixai les braises, tapotant les dalles du bout du pied, quand elle approcha son rocking-chair et s'installa face à moi. À part quelques mèches grises qui striaient sa chevelure noire, elle n'avait pas changé depuis l'époque où j'étais à peine assez grand pour grimper sur ses genoux. Son regard était toujours aussi vif, et, malgré la pâleur de sa peau, elle était à l'image même de la santé. « C'est notre dernière occasion de discuter tous les deux avant ton départ, » dit-elle. « Tu franchis une étape importante. Tu vas quitter la maison, apprendre à te débrouiller seul. Si tu as quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit à demander, c'est le moment. » Aucune question ne me vint à l'esprit. Je n'arrivais même pas à penser. Ces paroles m'avaient fait monter les larmes aux yeux. Le silence s'étira, troublé seulement par le tap-tap de mes pieds sur le carrelage. Maman finit par soupirer. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Le chat a avalé ta langue ?» Je haussai les épaules.
Arrête de gigoter, Tom, et écoute-moi attentivement. Avant toute chose, attends-tu demain et ton nouveau travail avec impatience ? Je me souvins des paroles de Jack, prétendant que je devrais acheter mes amis. Je n'en suis pas sûre, maman, avouai-je. Personne n'a envie de côtoyer un épouvanteur. Je serai toujours seule, sans amis. Ce ne sera pas aussi terrible que tu le penses. Monsieur Grégory, ton maître, deviendra vite un ami. Tu verras. De plus, tu seras fort occupé avec tant de choses nouvelles à apprendre. Tu n'auras pas le temps de souffrir de la solitude. N'est-ce pas une perspective excitante ? Si, c'est excitant et c'est effrayant. J'ai envie de faire ce travail, mais je doute d'en être capable. Une partie de moi désire voyager, découvrir d'autres lieux, mais ce sera dur de ne plus vivre ici. Tu me manqueras, la maison me manquera. Tu ne peux pas rester, insista maman. Ton père vieillit, dès l'hiver prochain, il laissera la ferme à Jack. Ellie va bientôt avoir son bébé, elle en aura sans doute plusieurs autres. Un jour, il n'y aura plus de chambre pour toi. Mieux vaut que tu en prennes ton parti, avant que cela n'arrive. Non, tu ne peux pas rester. Sa voix me parut froide, plus pointue qu'à l'ordinaire. Qu'elle s'adresse à moi sur ce ton me troubla si douloureusement que j'en eus le souffle coupé. Je n'avais plus qu'une envie, aller me mettre au lit. Mais maman avait encore beaucoup à dire. Je l'avais rarement entendue aligner tant de mots à la suite. « Tu as un travail à faire, et tu le feras, » reprit-elle avec fermeté. « De plus, tu le feras bien. J'ai épousé ton père parce qu'il était un 7e fils, et je lui ai donné 6 fils avant de t'avoir toi. Tu es le 7e d'un 7e, et tu as le don. Ton maître est encore en pleine possession de ses forces, mais il a vécu sa meilleure part, et son temps va vers sa fin. Voilà presque 60 ans qu'il arpente le pays, accomplissant sa tâche. Bientôt, ce sera ton tour. Et si tu ne tiens pas ton rôle, qui le tiendra ? Qui prendra soin des gens ordinaires ? Qui les protégera des êtres malfaisants ? Qui assurera la sécurité dans les fermes, les villages et les villes ? Qui permettra aux femmes et aux enfants de se promener sans peur le long des rues et des chemins ? Je ne savais que répondre et n'osais la regarder dans les yeux. Je réussis, du moins, à ravaler mes larmes. J'aime chacun de ceux qui habitent cette maison, poursuivit-elle d'une voix plus douce. Toi, tu n'es encore qu'un garçon en pleine croissance, mais dans ce comté, tu es le seul qui soit réellement semblable à moi, et tu es le 7e fils d'un 7e fils. Tu as le don et la force d'accomplir ce qui doit être accompli. Je serai fière de toi, j'en suis sûre. Elle se leva en concluant. Bien, je suis contente que nous ayons eu cette conversation. Maintenant, au lit. Demain est un grand jour. Il faut que tu sois en forme. Elle me serra dans ses bras et me regarda avec un bon sourire. Je fis de mon mieux pour paraître réjouie et lui sourire en retour. Mais, arrivée dans ma chambre, je m'assis sur le bord de mon lit, les yeux dans le vague, ressassant ce qu'elle m'avait dit. Maman est une personne respectée dans le voisinage. Elle connaît mieux les herbes et les potions que le médecin local. Et lorsqu'un bébé se présente mal, la sage-femme ne manque pas de l'envoyer chercher maman. Elle est une experte en accouchement par le siège. Parfois, des bébés tentent de naître, les fesses devant, et maman sait les remettre dans le bon sens, alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Dans le comté, des douzaines de femmes lui devaient la vie. En tout cas, c'était ce que répétait papa, car je n'avais jamais entendu maman s'en vanter. Elle faisait ce qu'il y avait à faire, rien de plus. C'était aussi ce qu'elle attendait de moi, et je ne voulais pas la décevoir. Cependant, qu'avait-elle voulu dire ? Qu'elle avait épousé mon père et mis au monde mes 6 frères simplement pour que je naisse ? Moi ? J'avais du mal à le croire. Après avoir tourné
et retourner cette question dans ma tête, j'allais m'installer dans mon vieux fauteuil d'osier, devant ma fenêtre qui donnait au nord, et je regardais à travers les carreaux. La lune baignait la campagne d'une lumière d'argent. Je distinguais, au-delà de la cour de la ferme, au-delà des champs, au-delà des pâturages, la limite de nos terres, à mi-chemin de la colline du Pendu. J'aimais ce paysage, j'aimais la colline du Pendu, dans la distance, telle que je pouvais la voir de ma fenêtre. Depuis des années, c'était mon rituel du soir. Avant de me mettre au lit, je contemplais cette colline et j'essayais d'imaginer ce qu'il y avait derrière. Je savais qu'on y trouvait d'autres prés, d'autres champs et, plus loin, un village, une douzaine de maisons, une petite église et une école minuscule. Pourtant, mon imagination me faisait voir tout autre chose. Je me figurais de blanches falaises surplombant l'océan, ou bien une forêt, ou une grande cité étincelante de lumière, avec de hautes tours. En cet instant, néanmoins, en contemplant la colline, je me souvenais aussi de mes peurs. De loin, ça allait, mais je n'avais jamais eu envie de m'en approcher. La colline du Pendu, vous vous en doutez, n'avait pas été nommée ainsi par hasard. Un siècle auparavant, une guerre avait ravagé le pays, et tous les hommes du comté y avaient pris part. Ce conflit avait été l'un des pires qui soient, une de ces épouvantables guerres civiles où les familles s'entredéchirent, où l'on se bat parfois frère contre frère. Au cours du dernier hiver de la guerre, une bataille s'était déroulée aux abords du village. À la fin, les vainqueurs avaient conduit leurs prisonniers jusqu'à la colline et les avaient pendus aux arbres de la pente exposés au nord. Ils avaient pendu également quelques-uns de leurs hommes, accusés de lâcheté devant l'ennemi. Il existait cependant une autre version de cette histoire. Ces prétendus lâches auraient refusé de combattre des voisins et des parents. Jack, lui-même, n'aimait pas mener les bêtes du côté de la colline, et les chiens refusaient de franchir la lisière du bois. Quant à moi, sensible comme je l'étais à des choses que les autres ne percevaient pas, j'étais incapable de travailler dans les pâtures proches, car je pouvais les entendre. J'entendais les cordes grincer au vent et les branches craquer sous le poids des corps. J'entendais les mourants s'étouffer et s'étrangler. Maman avait dit que j'étais semblable à elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était semblable à moi. Je savais qu'elle aussi pouvait voir des choses que les autres ne voient pas. Un hiver, à l'époque où je n'étais encore qu'un bambin, et où tous mes frères vivaient sous notre toit, les bruits venus de la colline étaient si forts la nuit qu'ils me parvenaient jusque dans ma chambre. Mes frères n'entendaient rien, moi, si, et je n'arrivais pas à dormir. Maman venait alors à mon chevet, chaque fois que je l'appelais, alors qu'elle était debout dès le chant du coq pour assurer toutes les tâches ménagères. Elle finit par me dire qu'elle allait s'en occuper. Une nuit, elle monta seule sur la colline du Pendu et s'aventura sous les arbres. Quand elle revint, tout était tranquille, et ce calme dura plusieurs mois. Sur un point, au moins, je ne ressemblais pas à maman. Elle était beaucoup plus courageuse que moi. Et voilà, nous avons fini ce premier chapitre. La prochaine fois, nous passerons donc au deuxième chapitre qui s'intitule « En chemin ».